Et donc je me présente, je m'appelle Fabrice Bonifay, je suis le président du Collège des directeurs développement durable et aussi le directeur RSE du groupe Bouygues. Et je suis accompagné de deux personnalités importantes dans le domaine de l'émotion, entre autres, et qui vont se présenter elles-mêmes parce que comme ça je ne me tromperai pas. Alors Léa et Marine, non, on va commencer par Léa. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Léa-Jeanne Boringer, je suis scénariste mais aussi productrice et responsable pédagogique d'un nouveau master qui s'appelle Management des métiers de l'image à Sciences Po Lille. Et bonjour à tous, je suis Marine Calmet, avocate de formation et juriste en droit de l'environnement et plus précisément, je milite pour la reconnaissance des droits de la nature avec une association que j'ai fondée en 2019 et qui s'appelle Wild Legal. Alors, le sujet d'aujourd'hui, là, vous en doutez un petit peu, on est parti d'un constat d'échec, il faut se l'avouer. Ça fait des années et des années que les scientifiques nous alertent sur les drames qui sont en train de se jouer en termes d'environnement, mais aussi des drames sociaux. Hein. Et même bien avant le rapport des époux Meadows en 1972, il y avait eu d'autres scientifiques qui avaient déjà alerté sur nos excès en matière de consommation de ressources, sur l'approche cornucopienne de notre système économique et sur le fait qu'on n'avait rien mis dans notre système financier pour obliger les acteurs économiques à protéger le vivant. Alors c'est vrai que comme la planète était très 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 grassouillette au début de l'ère industrielle, il y avait beaucoup de réserves et puis il n'y avait pas tant d'acteurs que cela, eh bien les excès étaient gommés par la capacité naturelle des écosystèmes à digérer nos fameuses externalités environnementales négatives associées à nos activités économiques et commerciales. Sauf que on s'est reproduit comme des lapins grâce aux énergies fossiles. On a donc les machines qui ont commencé à travailler à notre place et on est passé en quelques dizaines d'années d'1,8 milliard d'habitants à près de 8 milliards avec des milliers de milliards de machines qui consomment de l'énergie et des ressources. Et là, on arrive dans une période singulière de notre temps où, au rythme actuel de la déplétion des écosystèmes et de la dégradation des écosystèmes et de la déplétion des ressources, eh bien, on va probablement, si on continue à ce rythme actuel, au rythme actuel, eh bien, obérer les conditions d'habitabilité de la planète. Alors, on se pose la question dans les organisations, les ONG, mais aussi dans les entreprises responsables, les entreprises qui sont conscientes de leurs impacts. On se pose la question de savoir comment on va devoir maintenant sensibiliser les citoyens, les acteurs de la société sur l'urgence d'agir. Et c'est vrai que les outils, les méthodes qui ont été utilisées jusqu'à présent n'ont pas fonctionné. Hein. On sait que notamment les scientifiques, eux, sont restés sur des discours très pragmatiques, très prosaïque, comme dirait Aurélien Barraud, et ça n'a pas suffi à faire changer de comportement l'essentiel des populations. Et après, il y a les écolos qui ont aussi tenu des discours un peu similaires et puis qui ont joué aussi sur les restrictions, sur l'écologie punitive, rappelez-vous, hein, on les accuse de cela, alors qu'ils ont raison, mais ils le présentent mal. Et du coup, ça aboutit sur une certaine tranche de la population à une espèce de suspicion. Enfin, c'est pas de la suspicion, mais en tout cas, c'est un rejet parce que les gens n'ont pas envie d'être punis à cause de l'environnement ou à cause de la planète. Et du coup, ça les emmène pas dans l'action. Alors, il y a deux leviers qu'on n'a pas encore véritablement explorés à fond pour essayer de faire évoluer les comportements. C'est le levier de l'émotion, on va en parler, mais aussi c'est le levier du droit. Et on va en parler aussi avec nos deux invités ici aujourd'hui. Alors, on va commencer par toi, Léa. Déjà, à partir de quand tu as commencé à t'intéresser à utiliser les imaginaires, les récits pour influencer le public, pour les inviter à penser autrement des sujets complexes? Comment ça t'est venu? Et est-ce que tu peux nous décrire ton parcours initiatique là, pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui, en quelques mots? Vaste programme. Je vais essayer d'être concise. Je me définis avant tout comme une spectatrice.
ici dans cette salle, aujourd'hui, vous êtes tous spectateurs, spectatrices de fiction. Vous regardez des films, des séries. Et donc, votre ressenti de spectateur et de spectatrice, c'est un peu votre boussole interne aussi dans les choix que vous pouvez faire quand vous devenez scénariste ou, pour mon cas, scénariste et aussi productrice. Je pense que du coup, le parcours vient de là, vient de films qui, moi, m'ont marqué, m'ont influencé. Jeune, avec des films de Miyazaki, comme Princesse Mononoke, un conte mythologique. On y reviendra aux archétypes des fictions écolo, mais aussi, évidemment, des films plus alarmants sur notamment des documentaires de Al Gore qui ont été des déclics. Et puis, en tant que spectateur ou spectatrice, vous êtes forcément influencé. Vous avez des héros ou des héroïnes en tête qui vous influencent, à qui vous avez envie de ressembler. Et moi, la première, j'ai grandi avec Grey's Anatomy et je rêvais de devenir une grande chirurgienne, to book an award. Et c'est forcément un lupus. Mais en fait, ces fictions-là, forcément, elles nous accompagnent quand on grandit. Elles vont nous accompagner dans notre représentation, notre construction de nous-mêmes. Et j'ai eu le sentiment qu'il manquait aujourd'hui des héros et des héroïnes qui soient inspirants et qui nous inspirent de construire un monde meilleur, sans être forcément des super-héros ou des super-héroïnes. D'avoir des personnages que je pourrais voir dans des films ou dans des séries qui se rendent à leur travail à vélo ou à pied, qui ont du vrac dans leur cuisine ou simplement font à manger et passent pas leur temps à commander des repas tout prêts. Qui vont utiliser du shampoing solide, enfin ce genre en fait de petits détails qui font que les récits ou les séries qu'on va adorer consommer parce que elles nous racontent pas que la planète va mourir ou que il faut renoncer à toute forme de plaisir pour sauver le monde de demain. Non, en fait, c'est une série avec des avocats hyper sexy qui sauvent des enfants migrants. C'est une série avec des chirurgiens hyper sexy. Vous avez remarqué, tout le monde est toujours hyper sexy quand même. Mais des grands chirurgiens qui vont pareil sauver des enfants malades. En fait, on peut voir ces séries-là tout en étant aussi inspiré sur des comportements meilleurs, sans que la fiction nous parle forcément de ça. Alors, je ne sais pas si ça répondait exactement. Un petit peu, mais alors, est-ce qu'on peut parler de nouveaux imaginaires? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? C'est des nouveaux référentiels aussi? C'est des nouvelles façons de penser? Est-ce que ça peut vraiment influencer? Parce que le but du jeu, c'est que ça ne soit pas simplement un moyen de faire passer le message, c'est aussi de faire évoluer les comportements. Et quand on fait évoluer les comportements, c'est quelque part, il y a quand même un renoncement. Donc, est-ce que la fiction peut... Est-ce qu'il y a Moi, je pense qu'il y a un exemple. Voilà, des exemples, voilà. Je suis végétarienne parce que dans Friends, Phoebe, elle est trop cool et elle est végétarienne. Et voilà. c'est un personnage qui m'a marqué. Mon associée est végétarienne parce qu'elle a vu Okja sur Netflix, un film de Bong Joon-ho, qui est plutôt un film science-fiction, avec des super pigs qu'on assassine. Et ça lui a fait un déclic et elle a choisi de devenir végétarienne grâce à ça. Mais je veux dire, l'une comme l'autre, on n'allait pas regarder un film ou une série pour essayer de nous transformer et de devenir meilleur. Donc oui, et tu vois, je cite Friends, qui n'est clairement pas la référence la plus récente qu'on pourrait évoquer, mais c'est une référence de pop culture que tout le monde continue de voir et donc qui continue de faire finalement l'actualité. Donc des nouveaux imaginaires, c'est compliqué parce que je ne pense pas qu'il y ait forcément de nouveautés, mais il y a une manière de présenter les histoires, de présenter les choses et d'attirer aussi notre spectateur. C'est vrai que c'est le premier mot que je vous ai dit, je me définis avant tout comme une spectatrice. Qu'est-ce que moi j'ai envie de voir? En fait, il faut, quand on crée de la fiction, avoir l'amour du public. Vous ne faites pas un film ou une série pour faire plaisir à papa, maman ou faire marrer vos potes. Vous faites ça pour toucher des gens. Vous avez envie qu'il y ait des gens qui soient dans la salle pour un film ou devant leur écran pour consommer aussi des films et des séries. Et donc, il faut s'intéresser à ce que ce public a envie de voir et comment justement arriver à le toucher et à lui apporter une histoire. Je suis tellement intéressée par ça que je m'intéresse énormément à la sociologie de la réception. Donc voilà, comment est-ce qu'on étudie nos publics, mais aussi un département en audiovisuel qui s'appelle les études, où on va justement s'adresser à ce public-là et lui demander qu'est-ce qu'il veut voir et aussi, malheureusement, qu'est-ce qu'il ne veut pas voir.
Aujourd'hui, les études, elles nous disent que les spectateurs refusent angoisse et culpabilité. C'est un petit problème quand on veut parler d'écologie parce que y a des archétypes de fiction qui disent que les récits écologiques, et quand on pose les questions aux spectateurs, ils disent ah non, les récits écologiques, ça va m'angoisser. Non. Alors après, je vais culpabiliser parce que j'ai encore pris ma bagnole pour aller acheter du pain parce qu'il pleuvait. Non, moi quand je rentre chez moi le soir, je veux un gros divertissement, je veux me marrer, je veux rêver, je veux être amoureux, je veux tout, mais pas angoisse et culpabilité. Et donc, quand moi, j'arrive devant une chaîne de télévision avec un projet qui parle d'écologie, on me dit « Ah non, là, ça va être angoissant, on va se sentir coupable, le spectateur, il n'en veut pas de ton truc. » Je dis « Mais attends, mais le spectateur, il ne veut pas ressentir angoisse et culpabilité, mais peut-être qu'il est OK pour ressentir qu'il peut sauver la planète. Enfin, ça peut être une émotion quand même plutôt positive. » Et sauver ses enfants, accessoirement. Accessoirement aussi. Donc ça, le spectateur, il peut être OK. Puis dire, mais en fait, je propose un film où on se marre. En fait, on parle pas forcément que la planète est en train de mourir. On est dans une comédie d'un mec qui se fait passer pour un directeur RSE juste pour choper un CDI. C'est parce que c'est que la RSE. Donc on est dans une comédie d'imposture. Ah oui, c'est vrai, on se marre vachement. Mais non, mais il faut pas dire le mot écologie. Faut pas dire le mot écologie. Et du coup, on en est arrivé à un stade où maintenant, je fais des énormes compromis avec moi-même et mes convictions pour aller voir des chaînes et d'arrêter de dire ce mot. Et de dire juste, c'est une comédie. Vous allez voir, vous allez ultra vous marrer. Mais à la fin, l'idée, c'est que le spectateur, il n'en ressorte pas en étant pétri d'angoisse ou de culpabilité. Il a passé 1h30 où il s'est marré, il a suivi un personnage, mais il a aussi abordé des sujets par le biais de la comédie qui, on l'espère, l'auront un petit peu transformé, un petit peu changé. C'est pas un petit peu de la manipulation, quoi? C'est complètement de la manipulation. Bon, mais sûr. Malheureusement, oui, les images, les récits nous manipulent. Absolument. Mais on peut manipuler dans le bon sens aussi. Alors Marine, il y a aussi d'autres façons de manipuler. Hein. Toi, tu es spécialiste du droit et du droit de l'environnement. Et là aussi, toi aussi, ton constat, il est quand même assez affligeant. Le droit à l'environnement, à date, n'a pas évité les catastrophes environnementales. Ça les a peut-être atténuées un peu quand même, mais pas évité. Alors maintenant qu'il va falloir qu'on accélère notablement et qu'on arrête nos bêtises, compte tenu du temps qui nous reste surtout, comment on peut réinventer le droit, voilà, pour faire en sorte qu'il puisse s'inviter à la table de ceux qui doivent maintenant cesser des comportements délétères et écocides. Est-ce que, pareil que pour les fictions, est-ce que le droit doit continuer de faire peur ou est-ce qu'on peut utiliser le droit différemment? Il y a plein de questions dans cette question. Pour raconter un petit peu peut-être comment moi j'en suis venue là, j'avais justement un imaginaire assez forgé de ce qu'était le droit et des ambitions du droit. Et c'est par une première confrontation à la réalité que cet imaginaire s'est effondré complètement. J'étais persuadée que le droit, c'était un outil extraordinaire, qu'avec le droit, David, j'allais vaincre Goliath, les grands méchants industriels, et que comme ça, on allait réussir à faire cette fameuse transition écologique grâce au droit, grâce aux tribunaux, grâce aux magistrats. On allait tous travailler ensemble et faire cette transition. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Première claque, ça a été de me rendre compte qu'en fait, le droit, il a été écrit sur mesure pour répondre aux intérêts industriels et pour protéger justement les intérêts du marché. Ça, je l'ai appris à mes dépens, notamment sur plusieurs gros projets en France, mais en particulier en allant travailler en Guyane française contre un projet minier dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Montagne d'Or. On en reparle un petit peu d'ailleurs dans les médias en ce moment. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème avec le droit. Et en fait, ça nous ramène à notre sujet parce que qu'est-ce que c'est le droit? Le droit, c'est une fiction. On écrit, on met bout à bout des mots dans des articles, dans des codes, on écrit des lois et puis on les vote pour construire une fiction juridique qui est en adéquation avec un projet politique, qui est lui-même en soi une utopie, puisque au moment où on vote la loi, par définition, l'utopie n'est nulle part. On se projette vers quelque chose. Je croyais que le droit, c'était quand même aussi le reflet de ce que disent les scientifiques, non? Oh, pas du tout. Ah merde. Ah non, c'est juste une convention humaine, alors. Le droit, c'est vraiment une convention humaine. Et malheureusement, c'est beaucoup aujourd'hui un droit qui est le produit de ce que les industriels viennent chuchoter dans l'oreille du législateur.
parce qu'il y a évidemment aujourd'hui le législateur, donc les députés, les sénateurs, ils sont réceptifs aux messages qui sont envoyés par la société, ils sont attentifs évidemment aux projets politiques de ceux qui nous gouvernent, donc dans les ministères, qui eux écrivent pour le coup la loi, et puis eh bien, ces mêmes ministères, eh bien, très souvent, ils sont remplis de lobbyistes qui font entendre leur propre son de cloche de ce dont eux, ils ont besoin. Et donc, on se retrouve avec un droit qui finalement n'est pas vraiment, ou même pas du tout, en adéquation avec ce que disent les scientifiques, malheureusement. D'ailleurs, il y avait une statistique assez étonnante du Haut Conseil pour le climat qui disait, en fait, on n'y arrive pas, on n'est pas dans les clous vis-à-vis des engagements de l'accord de Paris, parce qu'on évalue l'impact carbone, le bilan carbone, que seulement de 2% des lois qu'on adopte. Donc en fait, on ne sait pas où on va. Donc on n'a aucune idée On construit un droit, mais on ne l'a jamais rattaché à notre réalité biologique. Et ça, c'est assez étonnant, parce que je fais souvent la comparaison entre le droit et un programme informatique. Vous savez, quand vous rédigez un code, on fait pareil, on rédige des codes, nous les juristes. Donc on rédige un code, sauf que là, on se rend compte qu'il y a un bug dans ce code. Ce bug, c'est l'absence de ligne prévoyant les contraintes des limites planétaires. Mais on n'a pas cette ligne dans notre programme informatique qui est censé nous dire oui ou non. Quand on dit je vais avoir telle action, eh bien, il n'y a aucune ligne qui prévoit que les limites planétaires sont la contrainte qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, du coup, c'est ça, la croissance, on fonce, on dit oui à tout, on exécute tout, quand bien même la réalité physique de notre planète n'est pas en accord avec nos lois. Donc ça veut dire que le code de l'environnement, qu'il soit en France ou dans n'importe quel pays, il n'est pas revu par des comités de lecture de scientifiques qui vont valider les articles et qui vont dire c'est compatible ou pas compatible. Absolument pas. Pas du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que ce n'est pas leur rôle. Eux, ils font la recherche, ils produisent des connaissances. C'est ce que dit le GIEC, c'est ce que disent la plupart des scientifiques. Eux, leur rôle, ce n'est pas de gouverner. C'est d'analyser, c'est de faire de la recherche, d'établir des faits scientifiques. Et après, charge à ceux qui nous gouvernent de s'inspirer, de s'enquérir de ce que disent les scientifiques pour prendre les bonnes décisions. Mais ça appartient à ceux qui sont... Ce que les scientifiques disent, nous, on n'est pas élus par le peuple. On n'a aucune légitimité. C'est assez ambivalent, tu vois. Il faut peut-être demander au droit son avis. Demander à l'environnement et aux vivants son avis. Ah, voilà, on y vient. Ok, bon. Très bien. Et donc, du coup... C'était préparé. Hein. Voilà. Et donc, alors je reprends le fil de mon histoire. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gros trou dans la raquette de notre droit, parce que, justement, des projets comme Montagne d'Or étaient parfaitement légaux sur le plan juridique. Un projet de mine d'or au fin fond de la forêt amazonienne, sur des terres autochtones, pourquoi pas, après tout, voilà. Puisque, en fait, ce qui est intéressant, c'est que économiquement, c'est intéressant, politiquement, c'est encouragé, et juridiquement, il n'y a pas de barrière. Donc forcément, pourquoi est-ce qu'un industriel aurait besoin de réfléchir à cette question-là? Donc là, c'est le moment où je me suis dit, il y a clairement un obstacle dans notre fiction juridique qu'il faut instaurer pour faire en sorte que ces projets qui sont non seulement écocidaires, mais aujourd'hui, au regard des connaissances scientifiques, qui sont des projets de sociopathes, parce qu'on va vers l'effondrement de notre société en cumulant ces projets les uns derrière les autres. Et donc du coup, qu'est-ce qui manque dans notre droit? Comme je vous disais, cette fameuse ligne de code, c'est de faire en sorte que la nature, elle aussi, soit reconnue comme sujet de droit. Et que nous, en tant qu'êtres humains, nos droits fondamentaux, mais aussi d'autres droits, et notamment la liberté d'entreprendre des entreprises, soient justement calqués sur les besoins aussi de la nature. Parce que c'est ce qu'on apprend à tous les enfants. Hein. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Or, aujourd'hui, la liberté d'entreprendre, on dirait qu'elle n'a plus de limite. Oui, alors Marine, très bien, mais alors comment un arbre, une rivière, un écosystème va faire valoir ses droits auprès de la justice des hommes, et comment ça va se concrétiser? Sans chanter comme dans un Disney, parce que... Ouais. Un peu comme ça, malheureusement. Enfin, moi, je pense et je crois, pour l'avoir vu et en tant qu'activiste, parce que ça fait presque plus de 10 ans, je crois, maintenant que je suis dans les réseaux activistes, il y a des gardiennes et des gardiens de la nature un peu partout, dans nos associations, au quotidien, les citoyens qui nous entourent. Heureusement qu'il y a des gens qui s'engagent justement pour protéger le vivant. Et donc...
Et je crois que c'est grâce à la voix justement de ceux qui sont porte-parole de ces milieux naturels, qui se donnent pour mission justement de parler au nom des intérêts du vivant, qu'on va trouver la solution. Parce qu'il y a des pays, et alors là on peut reparler un petit peu d'imaginaire. Moi, ce qui m'inspire au quotidien, c'est justement ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde, et notamment dans les pays où les droits de la nature sont reconnus. Parce que justement, en Équateur, eh bien, les citoyens se sont dit, on va changer la Constitution, et dans la Constitution, il y a maintenant un article qui prévoit que chaque citoyen équatorien peut aller en justice pour protéger les droits de la terre-mère, de la Pachamama. Ça, c'est fort. Et ailleurs dans le monde, c'est en Nouvelle-Zélande, les peuples maoris se sont battus pour faire reconnaître les droits de leur fleuve, le Wanganui, et pour en devenir les gardiens légaux. Ils ont donc la tutelle, ce sont eux qui sont les représentants de leur fleuve. En Espagne, chez nos voisins, les citoyens autour de la Mar Menor, qui est une lagune dans le sud-est de l'Espagne, se sont mobilisés. Ils ont utilisé ce qu'on appelle l'initiative législative citoyenne. C'est une sorte de pétition, en gros. Une fois qu'on dépasse plus d'1 demi-million de signatures, on peut porter un texte devant le Congrès espagnol et faire adopter une loi. Eh bien, eux, ils se sont mobilisés, ils ont obtenu plus de 600 000 signatures et ils ont proposé aux législateurs espagnols la reconnaissance des droits fondamentaux de leur lagune, dont ils sont désormais des gardiens. Mais c'est quoi leur légitimité? Alors, ils ont la légitimité des signatures, mais on revient sur les scientifiques. Il faut quand même qu'il y ait une réalité scientifique aux revendications, parce que sinon, ça ne peut pas tenir la route. Eh bien, alors, justement, ils y ont pensé, figure-toi. Et donc, il y a dans cet organe de tutelle qui parle au nom de l'écosystème, un comité scientifique qui énonce quelles sont les actions à mettre en œuvre pour respecter les droits fondamentaux de cet écosystème. Et donc, ça comprend évidemment tout ce qui est lutte contre les pesticides qui, malheureusement, conduisent à l'asphyxie de cette lagune, la lutte contre l'artificialisation des sols, parce que c'est une très belle lagune, et donc tous les promoteurs immobiliers se ruent dessus. Et donc, c'est grâce notamment à l'influence des citoyens qu'aujourd'hui, il y a ce nouveau modèle de gouvernance, mais en fait, ils ont imaginé comment demain il faudrait justement prendre les décisions pour que la lagune puisse elle aussi avoir le droit d'exister. Merci Marine, on va te laisser te reposer quelques minutes, parce que j'ai encore d'autres questions à te poser, et on va rebondir sur Léa. Alors Léa, quand on a préparé cette table ronde, tu nous as parlé qu'il y avait plusieurs archétypes de fiction. Alors c'est un peu technique, mais le public qui est là, je pense qu'ils sont un peu techniques sur ces sujets-là, donc tu vas pouvoir te lâcher là. Alors c'est quoi les 3 archétypes de fiction écologique, entre guillemets, parce qu'on dit qu'il ne fallait pas qu'on en parle, mais il fallait quand même qu'on le ressente. Non, mais faut donc explique-nous un petit peu ces 3 archétypes, parce que je pense qu'on a besoin de savoir. Je pense que je peux rebondir vraiment sur ce que vient de dire Marine, en disant on s'inspire des autres, on regarde les autres comme exemple. Simplement, dans la vie, personne n'aime les donneurs de leçons. Donc, comment est-ce qu'on fait pour amener des exemples et des bons exemples à l'écran sans justement sombrer dans le côté donneur de leçons? Aujourd'hui, et c'est ma lecture, peut-être que vous en aurez une autre à nous partager, mais on a 3 archétypes du film écologique. C'est-à-dire que des films qui assument leur engagement, leur message écolo, qui vont pourrait être un argument marketing de ces récits-là. Donc le premier, c'est le film Catastrophe. Donc, les Américains sont très forts là-dessus. Les Américains sont hyper forts là-dessus. Donc, il y a le film La Route, qui est adapté du roman éponyme. Il y a le plus récent Don't Look Up de Netflix. Et je veux quand même nuancer parce que Don't Look Up n'est pas un film de catastrophe écologique. C'est un astéroïde qui va nous frapper la gueule. Et caché là-dessous, il y a des messages écologiques qui sont passés, mais j'en ai discuté avec un ami qui ne travaille pas du tout dans ce domaine-là, et qui m'a dit « Ah ouais, c'est pas du tout écolo ». Et en fait, il y avait plein de messages là-dessus, mais qui complètement passaient à côté. Mais il y a aussi le jour d'après, avec un nouvel épisode glaciaire, etc. Donc voilà, le premier archétype, vraiment le film catastrophe. Le deuxième archétype, je l'évoquais plutôt en parlant de Miyazaki, ça va être le conte, la fable mythologique. Souvent, on revient à une nature sacrée, la femme sauvage. Donc il y a Princesse Mononoke, mais un autre film qui est un conte, c'est Avatar. Avatar 1 et Avatar 2 sont des récits de fables ou de contes qui essayent de remettre la nature, le vivant au cœur de leur récit. Et le troisième archétype, c'est le film de faits divers.
Donc on va être sur, en France on a eu Goliath, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce long métrage. Aux États-Unis, il y a eu le absolument terrifiant Dark Waters. J'espère que vous avez tous jeté vos poils en téflon après avoir vu ce film. Voilà, donc ça, on va parler d'un combat. Enfin, Erin Brockovich, autre film. La première verte. Pardon. La première verte. Enfin, ouais, en fait, on va parler d'un combat qui a existé, qui est documenté. Et on va justement l'ériger en exemple, et souvent, donc, exemple assez terrifiant. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 archétypes. Alors peut-être que j'en oublie, hein, mais j'ai le sentiment que ce sont les 3 grandes catégories de récits écologiques qui existent aujourd'hui. Et d'où la réaction du spectateur qui, face à ces récits, alors peut-être qu'avec le conte ou la fable, on est déjà un peu plus dans la poésie et on s'échappe de angoisse et culpabilité. Mais moi, mon désir vraiment en tant que créatrice de fiction et de nouveaux récits, c'est cette envie de sortir de ces archétypes. Et de dire, voilà, quand on a le personnage, par exemple, de Phoebe Buffay dans Friends, elle est végétarienne, c'est pas un sujet. On va pas regarder, tu devrais regarder Friends, c'est trop bien, ça parle d'être végétarien. Non, personne n'a jamais pitché Friends comme ça, et heureusement. Mais Phoebe, dans une des saisons, elle est enceinte, elle a hyper envie de consommer de la viande, et elle va faire un pacte avec Joey, qui est un gros viandard, qui est capable de bouffer une dinde à lui tout seul pour Thanksgiving, d'échanger. Et donc, Joey arrêtera de manger de la viande pour que Phoebe, pendant sa grossesse, puisse en consommer. C'est pas un sujet, mais on a un personnage iconique pop culture qui survit au fait de ne pas manger de viande pendant 9 mois et qui à la fin nous dit même genre ouais en fait ça va mieux, ça me manque même pas. À nouveau, Friends, personne ne vous pitchera jamais Friends dans oh, mais c'est une série géniale dans laquelle il y a un mec, un gros viandard, il arrête de manger de la viande et ça le transforme. Non. Mais donc c'est un exemple voilà, de récit finalement ultra positif et c'est très anecdotique et justement peut-être que vous avez le sentiment et si tu vas me dire que je suis une grande manipulatrice mais on arrive à raconter des histoires, à mettre en scène des personnages sans que ça soit le sujet et sans qu'on passe pour des donneurs de leçons en disant ah vous voyez la planète va mal, elle est en train de mourir. Non, juste je regarde La Stagiaire, série incroyable sur France 3 procédurale qui se passe à Marseille, des enquêtes policières. Le personnage principal, c'est un juge d'instruction. Il va tous les jours au tribunal à vélo. Voilà. Et c'est pas un sujet. Juste, il a son casque où on le voit attacher son vélo et discuter avec son assistante, enfin sa stagiaire. Et en fait, à nouveau, c'est pas une série. Personne vous pitchera jamais La Stagiaire comme la série avec le juge d'instruction qui va à vélo. Non, on dirait c'est la série avec Michel Bernier. Quoi, Michel qui voilà, en tout cas, c'est des exemples de récits qui peuvent nous inspirer. Donc, c'est ça un peu le rêve auquel on aspire aujourd'hui, c'est de trouver les bons exemples qu'on peut amener à la fiction. Et des exemples, le mot exemple est très bien parce qu'il faut que ça soit aussi des choses concrètes. Et c'est la critique que je ferais à Avatar ou au conte, justement, mythologique, c'est que en fait, c'est tellement dans la poésie, tellement dans une utopie, et je pense que c'est un terme dont Marine va aussi beaucoup parler, mais on est tellement ailleurs que finalement, c'est pas crédible, voilà. C'est moins fort, et puis on se dit, oh, mais pas nous, ça va jamais nous arriver un truc pareil. Donc voilà, d'avoir des exemples concrets de choses qui existent et les inclure dans une histoire qui n'a pas vocation à donner une leçon et à tourner juste autour de cet engagement. Est-ce que je peux résumer ce que tu viens de dire en disant qu'on va utiliser les mêmes techniques que le placement de produits, mais pour placer des idées neuves? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu mon combat. Donc moi, j'ai décidé dans ma vie, pour monter des œuvres cinématographiques, on fait du placement de produits. Alors déjà, heureusement, aujourd'hui, c'est possible de faire du placement de produits verts, mais de faire des accords avec des marques éco-responsables qui ont envie d'être plus mises en avant. Et moi, j'aimerais qu'on arrête carrément totalement le placement de produits pour faire du placement de comportement durable. Oh là là, j'allais le dire. Donc du placement de comportement. Respectueux du vivant. Pas encore, on s'en reparle dans 10 ans et si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a changé de comportement grâce à un film ou une série que j'ai produite, mais je vous en supplie, écrivez-moi et dites-le moi, ce sera le... Mais méfie-toi parce que ça sera la prochaine question, mais on va rebondir sur Marine. Alors, toi aussi, tu fais dans la fiction, une fiction sérieuse, mais enfin une fiction réaliste quand même, parce qu'en fait, tu organises des procès où tu mets en scène la nature. Alors d'abord, pourquoi tu fais ça ? Comment tu le fais et donne-nous ton retour d'expérience de ce que tu as déjà produit. Parce que j'en ai assisté il y a un mois, je crois. C'était le procès de la Seine. Ah oui. C'était trop bien.
Alors raconte un peu comment ça se passe. Alors, ce procès-là, il était un peu spécial parce que c'était un partenariat avec le Carnavalet. Et on avait carte blanche, on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Jan Tomaszewski pour mêler l'art et le droit, parler de ces ex-voto qu'on a retrouvés aux sources de la Seine. Vous savez, les ex-voto, c'était les offrandes en forme de partie du corps humain. Et on en a retrouvé des milliers aux sources de la Seine. Et en fait, il y avait des pèlerinages des premiers peuples gaulois qui rendaient justement justice, qui demandaient protection à la déesse Sequana, la déesse de la Seine. Donc ça, c'était un procès un peu à part. On a utilisé l'art et l'imaginaire, on a fait parler Sequana à travers une traductrice. Ouais, Sequana, c'est le nom de la Seine, on est d'accord. Sequana, c'est la Seine. Oui. Et donc, ça, c'est un projet à part entière, très, très poétique, juridique et artistique. Mais chaque année, avec Why Legal, on fait aussi quelque chose qui est beaucoup plus pratique et théorique. Nos procès simulés sont des programmes de formation pour les étudiants en droit. Donc, chaque année, on forme environ 20-25 étudiants en droit à la question des droits de la nature, en travaillant en partenariat avec une ou plusieurs associations de terrain. Et en leur soumettant un cas concret de scandale écologique. Donc, l'année dernière, on a travaillé par exemple avec l'association Cepenso Gironde sur l'extraction de granulats marins dans l'estuaire de la Gironde, où tous les scientifiques disent très mauvaise idée. Très mauvaise idée. L'écosystème est déjà en très mauvais état. Il y a énormément d'activités économiques localement. Et puis, le granulat marin, ça sert à qui ? Au secteur du BTP. Le secteur du BTP, je ne sais pas autant que je vais t'apprendre. Le secteur du BTP, c'est l'artificialisation des sols, c'est le dérèglement climatique. Donc, les scientifiques disent pas de granulat marin. Les acteurs locaux disent oui, on va faire, c'était très intéressant, ils ont inventé le concept de jachère, d'extraction de granulats. Donc on fait de la mine en jachère, c'est presque de la mine bio, quoi, sous-marine. Et comprendre, on leur fout la paix, quoi. Ah non, on utilise tous les concepts de la permaculture pour parler de choses qui sont absolument pas durables. Et bref, on a monté un procès simulé où on donne ce sujet à nos étudiants, ils travaillent dessus. Et au mois de juin, chaque année, on restitue leurs travaux sous la forme d'une reconstitution de procès où ils doivent plaider à la fois avec le droit existant et forcer le juge à aller vers les droits de la nature en réinterprétant le droit pour y intégrer les droits de l'estuaire, des poissons qui vivent dans cet estuaire et du milieu en général. Et donc, ça nous permet deux choses, de former les futurs avocats des droits de la nature et de toucher les professionnels du droit qu'on invite, qui sont des panélistes, qui font partie du jury. Mais surtout, c'est de toucher le grand public. Parce que, oui, on ne va pas souvent voir des procès en droit de l'environnement. Ça arrive même à très peu de monde, je pense. Peut-être on a plus l'habitude de suivre des grands procès au pénal. Surtout en ce moment, avec toutes les affaires qu'on a en ce moment, malheureusement, on connaît les affaires de mœurs, les affaires de meurtre, etc. On connaît bien les affaires en droit de l'environnement. Il n'y a pas grand monde qui vient assister. Le dernier, c'était l'Erika. Oui, ça remonte un peu. Ça remonte un petit peu. Et donc, du coup, notre idée, c'est de permettre au public de venir voir à quoi ressemble un procès en droit de l'environnement. Et du coup, on simplifie quand même, on le rend accessible pour que le public puisse comprendre, mais c'est quoi en fait, pourquoi ça ne marche pas, le droit de l'environnement ? Pourquoi on n'arrive pas à condamner justement ces entreprises ? Pourquoi on n'arrive pas à stopper ces activités extractives ? Et de montrer aussi, moi j'aime bien dire comme ça, c'est une fenêtre ouverte vers l'avenir, parce que c'est aussi un moyen pour nous de montrer comment le droit de l'environnement pourrait être enrichi par les droits de la nature, en transmettant ce plaidoyer et en faisant en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc c'est un outil qui est à la fois un outil de formation, mais c'est aussi un média, parce que ça permet aux gens de voir c'est quoi un procès pour les droits de la nature demain. Alors, comme on est suivi par des millions de personnes là, sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux et puis dans cette salle, le programme des prochains procès, là, c'est quand ? Alors, on va bientôt ouvrir les inscriptions et cette année, on va travailler sur la pêche des requins à La Réunion, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des attaques de requins à La Réunion et que suite à ça, on s'est mis en fait à pêcher, ce qu'on avait une pêche préventive, mais en fait, on abat les requins. Et ce sont des milliers de requins, mais aussi de beaucoup d'autres espèces, des raies notamment, et d'autres animaux, qui sont abattus. Et ça en dit long, en fait, sur à la fois notre incapacité à vivre avec les autres espèces et la question de la priorisation, finalement, de nos intérêts, de notre sécurité, ce qui est à la fois légitime et en même temps ce qui en dit long sur aussi beaucoup d'autres comportements qu'on voit en mer, mais aussi à terre.
on parle beaucoup du loup, on parle beaucoup d'autres espèces avec qui on a encore énormément de mal à cohabiter. Donc le procès, tournera autour de ça, la légitimité de ces actions préventives qui visent en fait à détruire le vivant pour qu'il ne nous agresse pas, et la question de comment on réapprend à cohabiter et comment le droit peut être un outil au service de la cohabitation entre humains et non-humains. Ouais, c'est pas sûr que les requins gagnent, mais on va espérer quand même qu'ils puissent gagner, parce que c'est juste pour préserver le loisir de quelques surfeurs, en fait. C'est surtout ça. Il y a la question du surf, il y a la question du tourisme, il y a la question d'habiter dans ces territoires, c'est sûr. Et en fait, il y a surtout la question de comment on fait pour vivre ensemble. Bah oui, c'est surtout ça. Ouais. Alors, Léa, là, exercice difficile. Tu as une actualité, tu as toujours 1000 projets, on en connaît quelques-uns tous les deux. Bah, il faut que tu t'entraînes à les pitcher parce que c'est pas encore complètement gagné. Donc, quand on s'est rencontrés, tu as accepté de nous aider pour faire passer ces idées. Alors, sans jamais parler d'écologie, on l'a dit, pas de culpabilisation, pas d'écologie punitive, mais les gens puissent réfléchir à leur comportement en voyant des comportements vertueux, en essayant par mimétisme de les copier pour en vivre mieux en harmonie avec le vivant. Alors, c'est quoi tes projets actuellement ? Tu peux nous en dire un peu plus, même si ce n'est pas encore tourné, loin s'en faut, mais il faut qu'on s'entraîne à le pitcher. Oui, c'est vrai. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'on s'est rencontrés avec Fabrice. Il m'a dit, voilà, j'aimerais faire un film sur la RSE. J'ai dit, personne ne veut ça. J'ai jamais fait un seul rendez-vous où Netflix me dit, alors nous en ce moment ce qu'on cherche c'est vraiment un film sur la RSE. Non, ça n'arrive pas. Mais même dans mes rêves les plus fous, ça n'arrive pas. Donc on a cherché. Comment parler de RSE à travers une fiction qui soit ni chiante, ni angoissante ou culpabilisante. Et donc, on a écrit une comédie d'imposture à partir d'un personnage qui s'appelle Basile et qui est sur le point de perdre la garde de sa fille et qui va dire au juge non, mais là, en fait, je ne peux pas déménager, il faut que je garde la garde de ma fille parce que je viens de signer un CDI. Alors qu'il n'est pas du tout en CDI. En fait, Basile a inventé un peu le greenwashing avant l'heure. Il revend des stocks d'invendus sur des marchés dans le sud de la France en disant que cette huile d'olive, il l'a produit lui-même, ce café aussi, ce shampoing aussi, avec une petite ficelle bio parce que quand c'est bio, déjà ça vaut plus cher et puis les gens en achètent plus. Et donc là, il se retrouve un petit peu quand même dans l'embarras, Basile, parce que le juge lui dit ok, on rendez-vous dans 3 mois, et puis dans 3 mois, si tu as fini la période d'essai et que le CDI est sur la table, on repensera différemment la garde de Amanda, sa fille de 11 ans. Là, Basile va pour la première fois de sa vie chez France Travail, où il rencontre Lambert, son conseiller, qui lui dit écoute, alors j'ai une offre, c'est génial, tu vas voir, parce que c'est Lambert, il est responsable RSE de l'agence France Travail aussi. C'est un peu de gourou, quelqu'un, une sorte de Mathieu Amalric, un peu fou de l'écologie et de la RSE. Il dit mais moi, il faut trouver un travail qui a du sens, dans lequel tu te sens bien. Et donc là, j'ai une offre géniale. Alors malheureusement, c'est pas un CDI, c'est un intérim d'1 jour d'homme de ménage chez les vêtements Body. Donc bon, là, Basile est un peu déconfit, mais on lui promet que homme de ménage, ça peut mener à tout. La preuve sur TF1, Audrey Fleurot nous a bien montré qu'être femme de ménage, ça pouvait durer au moins 5 saisons avec 10 millions de téléspectateurs. Mais Basile accepte cette mission et grand bien lui fasse, puisqu'il surprend une conversation en fin de journée entre Sophie, la patronne des vêtements Body, qui a la soixantaine, et sa fille qui s'engueule en disant écoute, moi je ne reprendrai pas l'entreprise tant que nous n'aurons pas ce label moins de 55 tonnes de déchets, et tu m'avais promis d'engager un vrai directeur RSE et pas de laisser Yannick, le directeur marketing, qui aime accumuler les fonctions sur sa carte de visite comme les écrans plats dans son salon. Tant qu'on n'a pas trouvé cette personne-là, je ne reprendrai pas les rênes de l'entreprise. Et donc ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Basile se présente le lendemain et postule, et avec sa tchatche légendaire, mais aussi parce que sur son Insta il n'y a que des photos de lui à la pêche dans la rivière voisine, parce que lui n'a pas les moyens d'aller à Dubaï ou à la Martinique comme les autres candidats avant lui, qui étaient pourtant férocement écolo. Et donc il va obtenir le job. Et donc là il se dit c'est la planque idéale. Franchement, j'ai juste à tenir 3 mois ici, tranquillou bilou, tout va bien. Et malheureusement, il va falloir quand même mettre des choses un peu en route. Et Basile va donc découvrir ce que c'est que
une démarche RSE au sein d'une entreprise de vêtements en essayant d'innover, en créant des solutions concrètes comme l'opération Take Your Poubelle Home, puisqu'il a réalisé que l'entreprise produisait 100 poubelles par semaine, mais qu'il y avait 300 employés. Et que donc, si on fait un roulement et que chaque employé prend une poubelle chaque semaine à jeter chez lui, et bien, du coup, l'entreprise ne jette plus aucune poubelle à la fin. Donc, bilan carbone quand même vachement... C'est pas idiot, hein. Faites ça dans votre entreprise. Hein. Vous ramenez les poubelles, voilà. et comme ça, vous jetez plus rien. Vous les jetez chez vous. Comme ça, l'entreprise est plus verte. Bon, ça va pas marcher. Hein. Spoiler alerte, les employés balancent la poubelle le long de la route en rentrant chez eux. C'est un échec total. Il se fait convoquer et un peu défoncer la gueule. Et il va comprendre que plutôt que de dire aux employés de repartir chez eux avec une poubelle, s'ils repartaient chez eux avec quelque chose d'un peu plus positif. Et en tant qu'homme de ménage, il a bien remarqué que ce qu'on jette surtout chez Body, c'est les restes de la cantine absolument dégueulasses de l'entreprise. Mais si on investissait un petit peu dans un chef cuistot, qu'on faisait des repas un peu meilleurs, végés et juste bien cuisinés, peut-être qu'il n'y aurait plus de gaspillage alimentaire, il n'y aurait plus de restes parce que les employés seraient contents de repartir chez eux avec justement ces restes de la cantine super bonnes. Et ça va être la vraie première démarche qu'il va mettre en place, en nous racontant un peu ce que je viens de dire par rapport aux fictions, au fait de manipuler et de déguiser. C'est que si vous voulez que quelqu'un change son comportement, il faut lui proposer au moins aussi bien, voire mieux. Personne ne changera jamais son comportement pour quelque chose de moins bien, de plus pénible ou d'angoissant et de culpabilisant. Donc voilà la première démarche RSE qu'il va mettre en place. Et puis après, je ne vous spoile pas tout le film, mais il va falloir arrêter de penser qu'on sauve le monde en arrêtant les dosettes de café et le gaspillage alimentaire au sein de l'entreprise. C'est aussi les modèles d'affaires qu'il faut changer. Et il va sortir de l'entreprise pour se rendre compte de la chaîne de production des vêtements. C'est celle-ci qu'il faut changer, c'est notre modèle d'affaires. Et arrêter, notamment quand on touche au textile, de détruire des vêtements neufs. Si on commençait par ça, déjà, ce serait pas mal. Ou de les envoyer en Afrique, ou de les envoyer en Antarctique. Enfin, ce serait pas mal déjà de les mettre à disposition des personnes qui ont peut-être moins de revenus pour s'acheter justement ces vêtements-là. Alors, donc, si ça vous plaît, cette histoire, si vous voulez la voir à l'écran, faites des mails à Léa sur son profil LinkedIn. Non, faites des mails à TF1. TF1, voilà, TF1. Non, mais en tout cas, voilà un des projets, par exemple, sur lequel, le projet sur lequel on s'est rencontré avec Fabrice et sur lequel on travaille à trouver ce qu'on appelle un diffuseur, donc une chaîne de télévision qui voudra bien investir, ou peut-être un distributeur et amener le film en salle. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur cruciale qui a été de penser que ces investisseurs-là auraient hyper envie d'avoir une fiction verte pour se greenwasher. Grave erreur, pas du tout, ils s'en foutent. Donc là, je vais repartir à la guerre en disant non, mais ça parle pas du tout d'écologie, il n'est pas du tout directeur RSE, il est directeur du personnel, et puis donc il va essayer de mettre des trucs en place, et puis c'est vraiment une comédie d'imposture. Non, ça parle pas du tout d'écologie, on va enlever tous les petits cycles du dossier, voilà. Mais bon, à la fin, il sauvera quand même, je pense, le monde et il changera le modèle d'affaires de l'entreprise. Mais c'est pas un film écolo du tout. Non. C'est une comédie. Voilà. Zorro était masqué. Hein. Exactement. Voilà. Donc on va faire pareil. Enfin, je pense pas être Zorro, mais... Donc merci Léa, c'est super et j'espère que ça va se faire. Enfin, on a tous très très envie que ça se fasse. Marine, n'empêche que cette histoire de donner des droits aux vivants, ça serait bien que ça devienne une réalité quand même, parce que maintenant l'heure est grave. Il y a quand même pas mal de pays où c'est le cas. On est en France, les montagnes se délitent, hein, on le voit tous les jours. Les fleuves souffrent énormément. Je crois qu'il y a eu une initiative d'ailleurs de procès au niveau de la Loire. Peut-être nous en dire un peu plus. Et puis surtout, la question que je voudrais te poser, c'est là, dans 2 ans, on va avoir les élections présidentielles en France. On va avoir forcément un président qui va faire plus pour plus et mieux pour la planète, donc pour nous. Et qu'est-ce qu'on va lui souffler pour que, vis-à-vis du droit, on puisse faire évoluer les règles du jeu pour enfin faire rentrer le vivant dans les conseils d'administration des entreprises, par exemple, ou faire en sorte de former les magistrats pour qu'ils puissent mieux analyser les sujets complexes qui vont ne pas tarder à arriver, avec notamment l'évolution de la régulation européenne et l'entrée en vigueur de cette fameuse CS3D là, qui va tout changer, paraît-il, à la vigilance que les entreprises doivent exercer sur leur supply chain. Alors c'est un petit peu technique, mais toi tu es avocate. Hein, tu ne l'as peut-être pas dit. Et maintenant, comment on opérationnalise tout ça? Parce qu'au-delà de l'émotion, ça doit, comme l'a dit Léa, entraîner l'action. Donc comment le droit, maintenant, ce que tu fais,
est-ce que ça va pouvoir, oui ou non, entraîner l'action dans des horizons temporels qui ne sont pas trop lointains? Alors, moi, c'est vrai que la première démarche pour moi, c'est toujours de former les gens à la question des droits de la nature en leur donnant des exemples très concrets de ce qui se passe. Parce que c'est ultra inspirant. Tant qu'on dit ah oui, ça serait bien de reconnaître les droits à la nature sur le plan théorique, les gens vous disent mais enfin, c'est complètement utopiste, ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on nous disait il y a encore 5 ans. Mais vous êtes des doux rêveurs, quoi. Et ça, c'était pour les gens sympas. En parlant de ce qui se passe ailleurs et en donnant des exemples très concrets, c'est hyper inspirant. Autant pour un chef d'entreprise que pour un élu, une élue locale, que pour une association, parce qu'en fait, on se dit, mais ils ont réussi à le faire, en fait. Donc, c'est plus une utopie du tout. Nous, on raconte... Moi, une grosse partie de mon travail, c'est de raconter, en des mots accessibles pour tout le monde, et pas que aux juristes, évidemment, ce qui est en train de se passer ailleurs. Parce que du coup, on sort de l'utopie, on rentre dans la pratique, et on donne envie d'agir. Et donc, ce qu'on fait, on s'est rendu compte, il y a quelques années, qu'effectivement, l'horizon actuel législatif, alors là, les élections de cet été ont accentué encore le problème parce que avant, déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'espoir dans une loi pour les droits de la nature, là, c'est carrément bouché pour le moment. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pendant les 2 prochaines années ? Et ça, on s'était déjà dit il y a 2 ans, en sortant des négociations sur la loi climat, qu'est-ce qu'on fait pour avancer en France ? Et on s'est dit, pour montrer aux gens que ça marche, le mieux, c'est encore de le faire. Et donc, on a commencé à expérimenter dans les territoires sur la Garonne, sur la Seine. Je te racontais l'exemple de ce procès. On travaille sur la Bièvre, on travaille avec tout un réseau qui s'appelle le réseau des réserves naturelles de France, qui est un réseau de professionnels, de gestionnaires, de réserves forestières, de réserves d'écosystèmes aquatiques, de zones humides, etc. Et on utilise les droits de la nature pour proposer des solutions. Et donc, ça va des documents de planification territoriale. On accompagne des entreprises, justement, tu le disais, comment on réfléchit à intégrer des gardiens, des gardiennes de la nature dans les conseils d'administration. On travaille même avec un syndicat pour réfléchir à comment, dans le dialogue social, les salariés, les représentants du personnel peuvent être gardiennes et gardiens de la nature. En fait, on se pose la question avec tous les secteurs d'activité, tous les professionnels, sur comment est-ce que demain, cette nouvelle philosophie, cette nouvelle éthique du vivant, elle peut être concrètement utilisée pour répondre aux enjeux. Et donc, on expérimente, on analyse, on voit ce qui marche pas, on en tire des conclusions, on essaye de le répliquer ailleurs. Et dans mon rêve à moi, dans mon utopie, c'est qu'en France, d'ici quelques années, on ait une nouvelle constitution qui réponde à cet objectif, placer les droits de la nature dans notre texte fondamental. Apple a mis Mère Nature dans son conseil d'administration fictif. Dans une pub. Dans une pub. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que, alors, sur le plan marketing, c'était du génie. Allez la voir, cette pub, elle est très, très drôle. Et en plus, alors finalement, Apple réussit à vendre une Apple Watch à Mère Nature, évidemment. Donc, c'est juste brillant. Sur l'histoire, en fait, par contre, d'avoir un représentant, une gardienne ou un gardien de la nature dans le conseil d'administration, c'est clairement essentiel. Parce qu'en fait, 80% de notre PIB repose sur la biodiversité et personne ne représente la biodiversité dans les conseils d'administration. Donc, par définition, à un moment ou à un autre, il allait y avoir un obstacle. Et cet obstacle, aujourd'hui, c'est celui de l'effondrement du vivant dans son entièreté. Et donc, face à ça, il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui nous sollicitent pour dire mais comment on fait ? Comment on repense notre gouvernance ? Comment on place, évidemment, ces personnes dans notre conseil d'administration pour pouvoir faire cette fameuse réorientation, pour faire cette bifurcation. Et donc, du coup, c'est le travail qu'on mène. Parce que c'est vrai que nous, les juristes, l'avantage, c'est qu'on a l'habitude de se dire quelles règles on fixe, comment on crée des lieux de décision, comment on fait des méthodes pour que des décisions puissent être effectivement réorientées vers des bonnes pratiques. Alors, j'ai une proposition à te faire. Si on faisait une liste de personnalités qualifiés qui pourraient représenter la nature dans les conseils d'administration et qu'on pourrait envoyer à tous les conseils d'administration en disant voilà, appuyez-vous sur ces gens-là pour faire rentrer le vivant dans votre conseil d'administration. Tu penses que ce serait une bonne initiative ? Je pense que ce serait une très bonne chose parce que en termes à la fois pour les entreprises de se familiariser avec notamment le milieu des ONG, des activistes, etc., ça serait une super chose. Et la deuxième étape pour moi, ce serait qu'en fait cette influence positive qu'auraient ces activistes sur d'autres membres du conseil d'administration, sur des gens qui ont en fait pour habitude de travailler dans le milieu des entreprises, qu'en fait demain, ces gens soient profondément changés à l'intérieur d'eux-mêmes et qui deviennent
eux-mêmes, ces fameux gardiens et gardiennes de la nature, pour que nous, on puisse enfin se reposer. Et puis, parce que moi, j'ai aucune envie d'être dans tous les conseils d'administration, pas du tout, c'est pas mon rêve. En revanche, ce que je veux, c'est que les choses changent à l'intérieur et que nous, il y a une bonne image, il y a une entreprise écossaise qui a nommé il y a quelques années, il y a 2 ans, un gardien de la nature dans son conseil d'administration. Il se trouve que c'était un avocat en droit de l'environnement, spécialiste de la question des droits de la nature, où toute ressemblance est totalement fortuite. Il y a une conclusion très belle à cette histoire. 2 ans après, ils ont analysé les choses. Ils se sont dit, ce juriste, c'était le lichen. C'était le lichen nécessaire à ce que la vie reprenne sur nos roches nues, c'est-à-dire incapables de penser la transition écologique. Et maintenant que ce lichen était là, à organiser, à réorganiser la vie, peuvent fleurir les nouvelles fleurs sauvages, les petits végétaux, et les arbres vont grandir sur cette vie qui s'est progressivement organisée là où il n'y en avait pas. Et donc, l'idée derrière cette idée de lichen, c'est faire reprendre la vie dans nos conseils d'administration, dans nos entreprises, mais c'est vrai aussi dans nos assemblées, au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour qu'en fait, cette place du vivant, elle puisse à nouveau s'ancrer dans nos traditions, dans nos modes de vie, et qu'elle soit partout. Et dans nos décisions, toutes les décisions. Toutes les décisions. Oh là, je vote pour toi. C'est bien ce qu'elle a dit, quand même, franchement. Alors, Léa, maintenant, on va rentrer dans le combat de changer la façon de raconter les histoires dans les médias. Donc, il faut les gendarmes et les voleurs, c'est bon, on en a eu assez. Est-ce que la législation pourrait nous aider ? Parce qu'en fait, il y a maintenant des obligations de fiction. Est-ce que tu penses que le droit, là encore une fois, une forme de droit pourrait nous aider ? Est-ce que c'est juste un problème d'envie de la part des diffuseurs ? Est-ce que c'est un problème de talent parce qu'on ne ramène pas des projets suffisamment malins? Parce que j'ai bien compris qu'il ne faut pas y aller straight to the point, il faut contourner, il faut louvoyer pour y arriver. Est-ce qu'il finalement il y a suffisamment de scénaristes comme toi qui peuvent alimenter ces diffuseurs d'idées? Qu'est-ce qui nous manque pour accélérer? Parce que depuis quelques années, on voit que ça commence à émerger, mais c'est lent quand même, c'est vachement lent. Donc, comment on peut faire pour accélérer? Il faudrait que Marine aille parler à tous les spectateurs de France. Non, heureusement, je suis loin d'être toute seule et en tout cas, j'espère qu'on est quand même une armée. Déjà, au niveau de votre formation à vous, parce que je crois que vous avez une école qui s'appelle la FEMIS, est-ce que déjà... mais il y a bien plus d'écoles que juste la FEMIS. Il faut peut-être arrêter justement de citer seulement la FEMIS. Oui, mais est-ce que ne serait-ce que ces gens-là sont formés parce qu'on ne peut pas raconter l'histoire sur des sujets qu'on ne connaît pas. Moi, je ne peux pas parler de la FEMIS puisque je n'y ai pas été étudiante et je n'y interviens pas. C'est une école publique de cinéma qui forme des grandes réalisatrices et des grands réalisateurs, mais aussi des grands scénaristes, des grandes productrices et producteurs. En revanche, moi, je peux vous parler de la formation que j'ai créée, dans laquelle j'ai participé à créer dans une école qui s'appelle Sciences Po Lille, que j'ai faite, et je crois qu'il y a d'autres anciens élèves dans la salle, où on a voulu se dire, parce que petit aparté juste avant, quand tu parles de est-ce que la législation est faite pour nous accompagner, oui, on peut bien sûr forcer les chaînes à financer ça, mais on forcera jamais le spectateur le soir chez lui, flingue sur la tempe, à dire regarde ce film écolo maintenant. Enfin, donc à nouveau, on revient toujours au spectateur, à la spectatrice, au spectateur. C'est l'œuf et la poule. C'est important d'avoir parce que on n'est jamais sûr du succès d'une série ou d'un film, mais plus il y en aura forcément des bons, quoi. Et plus les valeurs seront humaines et proches du public, plus les œuvres performeront en attirant et en touchant un plus large public. Mais c'est vrai que évidemment que ce serait bien de dire aux financeurs de les inciter à financer mieux les films qui touchent ces sujets-là. Maintenant, même si demain ils nous donnaient tout l'or du monde pour faire un film diffusé le lundi soir, on ne peut pas être sûr que lundi soir, il y aura 10 millions de téléspectateurs devant leur écran pour nous suivre. Donc l'idée, c'est aussi de changer. Donc,
aussi les modèles de pensée de la production et de la diffusion, évidemment, mais toujours avec au cœur cet amour du public. Quand on a commencé à réfléchir à Sciences Po Lille sur la création donc, de ce master qui s'appelle Management des métiers de l'image, qui est une formation qui a pour vocation de former la future génération de cadres supérieurs de l'audiovisuel, donc futurs productrices et producteurs, diffuseurs, distributeurs de films et de séries. Je dis bon voilà, moi après Sciences Po Lille j'ai fait une école de commerce où on m'a appris à très bien fabriquer, mais on m'a jamais dit pour qui est-ce que je fabriquais. Et de se dire nous on est une école de sciences sociales, donc on va faire la démarche inverse et on va se demander pour qui on fabrique, puis ensuite on apprendra à vraiment fabriquer. Et donc quand on se demande pour qui on fabrique, évidemment, c'est le public. Donc c'est vraiment de la sociologie de la réception, sociologie des séries télé aussi. Pourquoi est-ce qu'on adore Baron Noir, série politique sur le démantèlement du Parti socialiste? Mais parce que c'est proche de nous, ça nous ressemble. On consomme des faits divers tout le temps en fiction. Autre série Canal+, et je vous jure qu'ils ne m'ont pas financé pour cette citation, mais d'argent et de sang, série sur l'arnaque à la taxe carbone, venez pas me dire que tout le monde rêvait de faire une série sur la taxe carbone. Pareil, je pense que personne, Canal n'a jamais dit on va faire une série sur la taxe carbone et vous allez voir, les gens vont kiffer. Non, il y a eu une arnaque avec des protagonistes bigger than life. Enfin, vraiment, on n'aurait pas pu inventer Marco Mouli. Je pense que n'importe quel scénariste se serait dit non, pas crédible. Personne ne croira que ce personnage existe. Mais Marco Mouli existe. Il a monté une arnaque démesurée. Il y a un producteur génial et fou qui s'est dit on va faire un true crime sur ça. Et Marco Mouli a dit ouais, pas de souci, je vais tout te raconter, face cam. Et ils ont fait un documentaire Netflix qui a cartonné sur un sujet hyper complexe où franchement même à la fin du documentaire j'étais pas sûre d'avoir vraiment compris comment ils avaient détourné le pognon, et en fait les personnages étaient tellement incroyables que du coup ça se prêtait à aller créer une fiction qui parlait de ça et qui a bien ridiculisé notre gouvernement et la création de cette taxe carbone qui pourtant n'était pas une si mauvaise idée au fond. Donc finalement d'argent et de sang, c'est une fiction écolo, non? Enfin, je veux dire, on parle quand même de la législation qui vient parler de ça. Mais personne ne vous a jamais dit, sur Canal+, en ce moment, il y a une série écolo. Je te dis que voilà. Donc, est-ce que forcer le diffuseur à investir dans un truc qu'on aurait labellisé comme une fiction durable, oui, évidemment, il faut continuer le lobbying, il faut continuer à dire, mais regardez, les fictions humaines, elles cartonnent, un petit truc en plus. Comme ça, on va pas dire qu'un petit truc en plus d'Artus qui a dépassé les 10 millions de spectateurs cet été est un film écologique, mais c'est un film sur le vivre ensemble, c'est un film sur le durable, c'est un film social. Non, mais au-delà du social, c'est vraiment le vivre ensemble. C'est quoi vivre les uns avec les autres? Parce que c'est ça qui fait le monde de demain, c'est vivre avec la nature, mais c'est aussi vivre avec son voisin, c'est vivre avec des personnes en situation de handicap et les respecter, et respecter toute forme de vivant, que ça soit les loups des Pyrénées ou notre voisin, même si il n'est pas du même bord politique que nous, mais il faut apprendre à vivre ensemble, apprendre à communiquer. Je suis partie hyper loin de la question initiale, mais non, c'est très bien. Pour juste conclure sur ce sujet-là, oui, encourageons les diffuseurs et les financeurs de l'audiovisuel à investir dans des meilleures fictions, des fictions qui ont des valeurs et des valeurs durables, mais changeons aussi notre manière de former les futures générations qui vont arriver à ces postes-là en leur disant ok, c'est bien de faire de l'argent, c'est bien d'avoir des stars à l'écran, c'est bien de faire 10 millions, mais ce serait bien de faire 10 millions et en plus d'avoir apporté un message positif, parce que c'est ce que je disais, le spectateur veut ni angoisse ni culpabilité, mais il est carrément d'accord pour aller se coucher en rêvant que demain il sera capable de sauver le monde juste parce que par petits gestes et par changement de comportement il s'est inscrit dans le monde de demain. Donc, Marine, tu veux rajouter quelque chose? Oui, parce qu'au départ tu parlais aussi de législation, et moi je serais pas non plus contre, par contre, qu'on fasse une petite loi pour éviter qu'on puisse passer dans le cinéma des messages qui sont faux d'un point de vue scientifique. ouais, vraiment. Ça me semble pas tout à fait déconnant vu l'état actuel des choses, et aussi qu'on évite du coup des pratiques de greenwashing
même si on pourrait dire que c'est de la censure artistique, il y a des choses qui devraient qui sont plus intolérables. aujourd'hui être tolérables. Je dis pas qu'on en voit partout, mais nous, avec Wild Legal, on a déposé il y a quelque temps un procès. On a ouvert une procédure contre Total pour greenwashing au pénal, parce que il y a des messages encore qui sont utilisés dans le marketing. Total, la solution pour demain, tu vois, des trucs comme ça où tu te dis mais il faut arrêter. Il y a un moment aussi de dire n'importe quoi. Il y a besoin d'avoir un travail aussi sur les imaginaires, et donc des gens qui ont énormément d'argent et qui donc peuvent façonner les imaginaires des autres doivent être aussi canalisés dans cette force par la loi. C'est à ça que ça sert, la loi. C'est aussi une manière de canaliser certains qui sinon ont un pouvoir débridé de contrôle sur nos imaginaires. Et pendant trop longtemps, en fait, nos imaginaires, ils ont été quand même largement dictés par ceux qui ont l'argent. Ça va créer une certaine culture du fric. Et donc, du coup, si on veut demain laisser quand même une porte ouverte à une autre culture, à une manière de vivre justement en harmonie avec le vivant, et il faut aussi se donner les moyens de faire en sorte qu'il y ait un jeu qui soit à minima équitable entre eux. Il ne s'agit pas de manipuler. Moi, je ne trouve pas que ce soit de la manipulation. Non, là, pour le coup, non. Mais voilà, C'est un de rétablissement de la réussir vérité scientifique. à faire attention aux messages qu'on véhicule, parce qu'il y a aujourd'hui des messages qui sont toxiques. Vraiment Qui toxiques. nourrissent le climato-scepticisme C'est ça. et des comportements qui Et il y a beaucoup de gens qui le font maintenant dans les médias. Il y a eu plusieurs saisies à l'Arcom pour justement... pour l'info même. Hein. Pour l'info. Non, Ouais. mais c'est la base. Ouais. On parle même pas de manipuler les imaginaires, mais déjà rien que d'envoyer les bonnes informations et éviter de tronquer des messages scientifiques, de les détourner dans des buts justement d'influencer l'opinion des gens. Et donc ça, je pense qu'il y a aussi un truc à faire d'un point de vue juridique pour aussi canaliser ces forces-là. Mesdames, vous êtes formidables toutes les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment à les écouter, hein, franchement. Moi, je connaissais déjà un petit peu leurs propos, mais j'adore les écouter parce que c'est vraiment trop bien ce qu'elles disent. Donc, on va essayer de vous aider, toutes les deux. Hein, vous êtes jeunes, vous avez envie d'y aller. Toi pour les fictions, toi pour le droit. Pour les livres aussi, je fais juste un tout petit peu de pub, désolé. Il y a 2 livres qui sont dehors, j'aime beaucoup écrire. Si vous avez envie d'approfondir cette conférence, il y a plusieurs livres qui sont là à la librairie. Je le dis aussi pour les libraires parce qu'ils font un travail super et qu'ils sont venus avec des bouquins, ne les laissez pas repartir. Donne le titre de ton livre. Ah oui, donc il y en a 2. Il y en a un sur nos aventures en Guyane qui s'appelle Devenir gardien de la nature, qui explique ce changement justement ontologique, ce changement de droit à travers un vécu. Oui. Et puis il y a Décoloniser le droit qui est sorti vendredi dernier aux éditions Wild Project et qui est l'explication des convergences entre le droit colonial et les droits de la nature et pourquoi est-ce qu'on peut se libérer aussi de ces imaginaires toxiques qui fondent des rapports de prédation des êtres humains sur les humains et des êtres humains sur la nature. Et je vous garantis qu'elle écrit aussi bien qu'elle parle, donc c'est vraiment des super livres. Et puis on a sorti hier un livre collectif et les 3 personnes qui sont devant vous ont participé à ce livre. C'est le guide du Take Your Poubelle Home, c'est ça. Hein. Voilà, donc c'est vraiment le titre le moins sexy de la Terre. Hein. C'est les 101 mots de la responsabilité sociale des entreprises. Mais le contenu est génial parce que c'est 101 personnalités atypiques qui ont prêté leur plume là, sur des textes de 3000 signes très ciselés. Donc tous les meilleurs de la RSE française sont dans ce livre. Hein. Ceux qui ne sont pas, tant pis pour eux, dont Léa, dont Marine et votre serviteur. Je vous remercie.